Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Frédéric Beaulieu, directeur des communications et des relations avec les citoyens à la ville de Shawinigan. Je vous souhaite la bienvenue. D'entrée de jeu, je vais vous expliquer la raison pour laquelle on est à 500 sièges. Il y a des gens debout. Un, c'est la plus grande salle qui est disponible à Shawinigan. Et deux, en ayant des gens debout, ça augmente la capacité. On se doutait bien qu'il allait y avoir foule ce soir. Vous étiez inquiet. On comprend que la lettre que vous avez reçue au cours des derniers mois vous a inquiété, mais ce soir, la rencontre d'information, c'est justement pour remettre les pendules à l'heure, pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est une zone de contrainte et comment ça peut vous impacter. On va y aller rapidement, en fait, sur la séquence qu'on va vous proposer ce soir avec les différents intervenants qui sont à l'avant. Je vais vous dire une chose immédiatement. Quand la présentation va être terminée, il y aura une séance de questions ouvertes. Vous pourrez prendre le micro, poser une question. Par contre, ce qu'on va privilégier, parce que ça va surtout être du cas par cas, j'ai bien l'impression. Les spécialistes vont être disponibles à la fin. Là, il y a une dizaine de spécialistes qui sont là. Ils sont là pour répondre à vos questions. C'est l'objectif numéro 1, c'est que vous franchissiez la porte d'Espace Shawinigan à la fin de la soirée et que vous ayez eu réponse à vos questions. C'est ça l'objectif numéro 1. Donc, il y aura une période de questions ouvertes. S'il y a des gens qui veulent ouvertement s'adresser au micro, il n'y aura pas de problème. Mais je vais vous le dire, on va vraiment vous suggérer d'aller rencontrer les spécialistes. De ce pas, introduction, c'est fait. Vulgarisation, je vais laisser tantôt la parole à Rémi Monpein du ministère des Transports et de la Mobilité durable. On va parler de cadre réglementaire également. On va parler d'un exemple concret. On a pris une maison qui se retrouve en zone de contrainte. On a fait une simulation avec les travaux qui pourraient avoir lieu dans cette maison-là. On va vous montrer ça. On parle également de prévention. C'est un bout très important dans les glissements de terrain. La prévention, je pense que c'est l'objectif numéro 1, en fait, des zones de contrainte, c'est la prévention, donc on va s'en parler. On va parler également d'intervention de la sécurité civile, les impacts immobiliers et les assurances. Je sais que vous avez beaucoup de questions par rapport à ça. Et comme je le disais, la période de questions. De ce pas, Rémi Monpein, à vous la parole, mon cher. Je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Le temps que la vidéo, vous pouvez la préparer avec le son. Moi, c'est Rémi Monpein. Je suis ingénieur en géotechnique. Je travaille pour le ministère des Transports et c'est moi qui coordonne tous les travaux de cartographie à travers la province. Donc là, on parle de cartographie des zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Là, le mot potentiel, monsieur le maire, vous avez insisté dessus, puis je pense que c'est très important. C'est moi qui ai fait la cartographie aussi à Shawinigan. Donc, on va pouvoir parler un peu de toute la cartographie, comment est-ce qu'elle est faite. Mais avant ça, on a préparé une petite vidéo là, de 5 minutes là, qui va résumer un peu ce que je vais vous présenter plus tard. Chaque année au Québec, des secteurs sont touchés par des glissements de terrain qui surviennent la plupart du temps dans des endroits non habités. Toutefois, ils peuvent également se produire en milieu habité et ainsi compromettre la sécurité des personnes et des biens situés à proximité. L'examen des glissements de terrain survenus au Québec depuis les années 1970 démontre que 80% se produisent dans les sols argileux. Dans certains milieux, la présence d'une argile ou propriété particulière peut rendre le territoire propice à de grands glissements de terrain. Malgré cela, la probabilité qu'un glissement se produise sur un site donné est très faible. Il existe 2 familles de glissements de terrain selon leur superficie. Chaque famille se divise en plusieurs types, dont les glissements superficiels et rotationnels pour les glissements de petite à moyenne superficie, les coulées argileuses et les étalements latéraux pour les glissements de plus grande superficie. Les glissements de terrain sont des phénomènes naturels qui surviennent généralement en bordure de cours d'eau. Cependant, ils peuvent être déclenchés par de mauvaises pratiques. En effet, les travaux de terrassement qui consistent à élever, à niveler ou à creuser un terrain sont parmi les pratiques qui diminuent le plus la stabilité des pentes. C'est pourquoi il est important de connaître les zones prédisposées au glissement de terrain afin, entre autres, d'y contrôler les mauvaises pratiques. Pour ces raisons, les municipalités doivent intégrer ces zones dans leurs plans et règlements d'urbanisme et y appliquer des normes spécifiques conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ces zones sont identifiées comme étant les zones de contrainte. Les cartes réalisées par le gouvernement du Québec permettent aux municipalités de connaître ces zones. Ces cartes sont produites aux fins d'aménagement du territoire dans l'optique d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Si un terrain est situé dans une telle zone, cela ne signifie pas nécessairement qu'il sera touché par un glissement de terrain, mais plutôt qu'il possède des caractéristiques pouvant le prédisposer à un tel phénomène.
La plupart des zones de contrainte ont des bandes de protection situées au sommet et à la base du talus. Ce sont les zones rouges. Celles-ci sont sujettes au glissement de petites ou moyennes superficies. D'autres types de zones correspondent à des plateaux situés derrière les zones rouges. Ce sont les zones jaunes. Ces dernières peuvent être propices à des glissements qui, bien que très peu probables, sont susceptibles de couvrir une plus grande superficie. Ainsi, certains travaux effectués sur une propriété située dans une zone de contrainte sont réglementés, tels que la construction ou l'agrandissement de bâtiments, l'installation de bâtiments accessoires comme un garage, l'aménagement des terrains et certains autres types de travaux. Plusieurs interventions sont permises en respectant une distance prescrite à partir du talus. Par exemple, l'installation d'une piscine est permise au sommet du talus, à condition qu'une marge de précaution soit respectée pour éviter d'y ajouter du poids. La réglementation prévoit aussi plusieurs exceptions. De plus, tous travaux pourraient être autorisés si une expertise géotechnique démontre qu'ils peuvent être réalisés sans compromettre la sécurité. Tout n'est donc pas interdit dans une zone de contrainte. La cartographie des zones de contrainte comporte plusieurs étapes de collecte d'informations. Elle consiste à la détermination de la topographie précise du territoire et à l'identification des types de sols et de leurs caractéristiques. Les moyens utilisés sont, entre autres, des levées topographiques effectuées par laser aéroporté, des visites sur le terrain, des forages, ainsi que des tests en laboratoire sur des échantillons de sol. Les données ainsi recueillies permettent d'identifier les terrains en pente appelés talus, qui présentent des caractéristiques pouvant les prédisposer au glissement de terrain. Ainsi, pour soutenir les municipalités dans la prévention des glissements de terrain, le gouvernement du Québec établit les orientations en matière d'aménagement du territoire et produit des cartes de zones de contrainte relatives au glissement de terrain. En vertu de la loi, les municipalités doivent appliquer la réglementation dans les zones de contrainte. Pour sa part, le citoyen doit respecter cette réglementation et adopter de bonnes pratiques. Pour sa sécurité et celle des autres, si sa propriété est située en zone de contrainte, le citoyen doit s'informer auprès de sa municipalité pour connaître la réglementation à respecter avant de réaliser des travaux sur son terrain ou ses bâtiments. Donc, rebonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui a été fait à Shawinigan, puis un peu de la cartographie. Oh, je vais peut-être m'éloigner de celui-là. OK. Fait que tout d'abord, on va aller droit au but. C'est quoi un glissement de terrain? Parce que c'est juste les glissements de terrain qu'on va tenir compte dans notre cartographie. C'est le mouvement d'une masse de sol le long d'une surface de rupture sous l'effet de la gravité. On a tous déjà vu un glissement de terrain, une petite motte de terre ou un glissement parfois plus gros, là. Donc, ça va être ces glissements-là qu'on va tenir compte dans notre cartographie. Il faut savoir que nous, notre mandat au gouvernement, c'est de faire de la cartographie, mais c'est aussi de faire des interventions lorsqu'il y a un glissement de terrain qui va se produire partout à travers la province. On s'est rendu compte que dans 40% des signalements, la situation elle a été aggravée ou même déclenchée par une intervention humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que près d'un glissement sur deux aurait probablement pu être évité si l'intervention n'avait pas été faite. Donc, c'est avec ce contexte-là qu'on se rend compte qu'une cartographie s'avère nécessaire pour contrôler les pratiques. Donc, les mauvaises pratiques, on va en parler un peu plus tard. On parle surtout des remblais, des déblais, puis des concentrations d'eau. Donc, l'objectif de la cartographie, c'est vraiment d'éviter de s'exposer trop proche des talus des talus dans lesquels il pourrait survenir un glissement de terrain, puis c'est de contrôler les mauvaises pratiques. C'est vraiment essentiellement pour éviter les mauvaises pratiques, pour ne pas justement occasionner un glissement de terrain. Ce qu'on peut voir ici sur la figure que vous voyez à droite, c'est une vue en plan de la cartographie. On voit qu'il y a des zones rouges. C'est pas parce que c'est rouge que c'est plus grave, c'est juste que des talus en rouge, on les a identifiés, c'est des talus argileux dans lesquels il peut y avoir des glissements qui peuvent se produire de façon naturelle. La plupart des cartes, il y a juste du rouge dessus, c'est juste parce que c'est plus facile, on voit mieux. Il n'y a pas de notion de gravité ou quoi que ce soit. Donc la façon dont ça fonctionne, puis je vais en revenir un petit peu plus loin, on va identifier la pente avec
un rouge qui va être plus foncé. Et en sommet et à la base, on va mettre ce qu'on appelle des bandes de protection, à l'intérieur desquelles des règles peuvent s'appliquer. Dans ces bandes de protection-là, ce n'est pas tout qui est interdit, là. On fait juste dire, oh, attention, si vous voulez faire de quoi, il y a peut-être des normes à respecter. Ça le disait un petit peu dans la vidéo. Puis, ce ne sont pas des cartes de zones à risque. On le répète tout le temps, on le dit tout le temps, on le voit dans les médias, il y a des zones à risque par-ci, par-là. Ce n'est pas des zones à risque, c'est des zones de contrainte pour l'aménagement du territoire. Contrainte dans le sens, il y a des réglementations qui doivent s'appliquer. Donc, dans le même ordre d'idées, il n'y a pas de gradation de couleurs. Là, parce que c'est rouge, c'est plus grave, parce que c'est bleu, c'est moins grave. Il n'y a aucun lien à faire entre les couleurs et la gravité potentielle de la situation. On ne fait pas de distinction, ce sont tous les talus qui sont cartographiés, qu'on soit au fin fond du bois ou en ville, les talus sont cartographiés tous de la même façon. C'est vraiment l'aléa qu'on va considérer, puis il n'y a pas de notion de risque ou quoi que ce soit. Fait que si vous voulez me faire plaisir, il faut bannir toute la notion de carte de zone à risque. Là, à partir de maintenant, c'est des cartes de contrainte. Merci. Donc la façon dont ça fonctionne, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a la pente qui va être identifiée avec une couleur plus foncée, avec les bandes de protection en sommet à la base. Il faut savoir que la définition du sommet talus, là où c'est fait, c'est très, très, très précis. C'est fait à partir de modèles numériques de terrain là, qui sont précis au centimètre. Donc, la position du sommet de talus, ça répond à des règles qui sont très précises, à des critères qu'on a mis en place. On est uniforme à travers toute la province et ça, faut retenir ça, c'est très précis. Puis, les bandes de protection, la largeur, on va dire les distances qu'il y a à la base et en sommet, il va y avoir une variation en fonction du danger qu'on appréhende. Puis là, je vais parler un petit peu avec vous de différents types de dangers. Tout d'abord, on a les glissements superficiels. Les glissements superficiels, c'est les glissements les plus communs. Et là, ils sont produits des milliers là, par année, surtout à la suite d'une grosse pluie. C'est des glissements qui vont mobiliser les sols juste de la pente. Donc, ce n'est pas épais, ça va glisser vers le bas. Puis, ça peut atteindre des distances qui équivaut à 2 fois la hauteur du talus. C'est quand même des distances assez importantes. Nous, on va le considérer dans la cartographie. Donc, on le voit dans l'image que j'ai mis en haut à droite. La bande de protection à la base, elle va être plus grande. Puis ce type de glissement-là, il n'y a pas de danger en sommet, ça ne va pas chercher de perte de terrain en sommet. Donc la bande de protection en sommet, elle va être beaucoup plus petite. Donc dans des secteurs où on ne craint que ce type de glissement-là, la cartographie va être adaptée. C'est des glissements quand même qui peuvent être assez importants. Là, sur l'image que je vous montre ici, ça a l'air d'être plus liquide. Parfois, ça peut être un peu plus majeur, comme ce qui s'est produit à Shawinigan-Sud en 2008, où on avait détecté l'amorce d'un glissement quand on s'est fait appeler. On a décidé d'évacuer les gens, puis c'est une semaine après qu'il y a eu le glissement qui s'est produit, et ça a fait des dommages. Quand on est sur le bord d'une rivière, la base du talus peut se faire saper. On appelle ça, il y a eu de l'érosion. Je pense qu'on connaît tous un peu l'érosion. Puis quand il y a une pente qui évolue de façon naturelle avec l'érosion, on peut avoir ce qu'on appelle un glissement rotationnel. C'est un glissement un peu plus important. Ça va laisser une paroi qui est beaucoup plus haute, puis ça va même entraîner des pertes de terrain en sommet de talus. Quand on est dans ce contexte-là, sur le bord des rivières, à ce moment-là, la bande de protection en sommet elle va être ajustée et elle va être ajustée pour tenir compte des pertes de terrain qu'on anticipe. Il n'y a pas de ceinture et des bretelles. Là. Ça reste quand même une cartographie qui est sécuritaire, mais très justifiée. Là. On n'est pas dans l'exagération dans les bandes de protection. On se base sur les statistiques qu'on a de tous les glissements de terrain qu'on regarde, pour lesquels on est sollicité à chaque année. Donc, on le voit, là, sur le bord de la rivière Shawinigan, là, il y en a plein de glissements de terrain rotationnels qui se produisent. Là. Dans notre cartographie, on va aussi identifier les talus qui sont stables de façon naturelle. Donc, c'est les talus qui sont identifiés en bleu, mais qui pourraient être sensibles à des mauvaises interventions. Ça, c'est important. On sait qu'ils sont stables. Normalement, ils ne devraient pas glisser. Mais si, par contre, vous allez faire des remblais ou des concentrations d'eau, là, à ce moment-là, ça pourrait occasionner un glissement. Donc, on va en tenir compte dans notre cartographie. À présent, il y a les fameuses zones jaunes que vous avez probablement vues, puis pour lesquelles vous êtes probablement touchés.
Ces zones jaunes sont en lien avec des glissements qui sont beaucoup plus importants. C'est des glissements dont la probabilité d'occurrence est très faible, mais qu'on doit quand même tenir compte dans notre cartographie dû aux dommages que ça peut occasionner. Sur la figure que je vous montre ici, on voit la photo au milieu, on voit une berge qui est touchée par deux talus, deux glissements. Celle de droite, c'est un petit glissement. On parle de glissements de petite ampleur, faiblement ou non rétrogressifs. Ça, c'est des glissements que je vous parlais un peu plus tôt, les glissements superficiels, les glissements rotationnels. Mais si on regarde à droite, on voit que le glissement, il est allé un petit peu plus loin. Là, on ne parle plus d'un effet de la gravité. Là, il y a un phénomène supplémentaire qui intervient là-dedans. Donc, on parle de glissements de grande étendue, des glissements fortement rétrogressifs. Ces glissements-là, ils ne se produisent pas partout au Québec. Mais je vous dirais qu'en Amérique du Nord, c'est pas mal juste au Québec qu'ils s'en produisent. Ils s'en produisent quand on a ce qu'on appelle des argiles qui sont sensibles au remaniement. C'est des argiles qui sont raides, qui sont capables de tenir des charges assez importantes, sauf que quand on va remanier cette argile, elle va se comporter comme de l'eau. Donc en laboratoire, on prend l'échantillon, on le triture, on le mélange, puis il devient comme de l'eau, comme sur l'image qu'on voit en haut à gauche. Là. Il n'y a pas eu d'eau de rajoutée dans l'échantillon. Mais sur le terrain, c'est la même affaire. Il suffit que cette argile-là soit mobilisée dans un glissement. Juste le fait de chuter, le sol va se remanier et là, il va se comporter comme de l'eau. Et là, il n'y a pas l'espèce d'effet d'équilibre qu'un glissement va aller chercher quand il se produit. Là, ça va laisser des parois qui sont plus hautes et plus raides. Et là, on peut avoir justement une situation qui peut être plus préoccupante. Il en existe deux types de glissements fortement rétrogressifs. Puis vous les voyez sur les images. C'est deux glissements complètement différents qui laissent des traces dans le paysage qui sont complètement différents. On a à gauche la coulée argileuse. Donc la coulée argileuse, un peu comme Saint-Jean-Vianney, là en 1971, pour ceux qui connaissent. Cet événement-là s'est produit l'année dernière, là dans le coin de Nicolet. C'est un glissement qu'on appelle coulée argileuse. C'est une succession de glissements rotationnels. Sauf que les sols qui sont mobilisés, ils vont se déstructurer et ils vont se comporter comme de l'eau, puis ils vont quitter le cratère. Et là, on va avoir une succession de glissements rotationnels. Donc, ça laisse un paysage digne d'un cratère, en quelque sorte, là, avec un trou qui est vide. On entend souvent parler, c'est une rivière souterraine ou quoi que ce soit. Non, les rivières souterraines dans les sols, ça ne se peut pas. C'est vraiment une succession de glissements de terrain. Si on regarde le cas de glissement fortement rétrogressif à droite, c'est un glissement par étalement. C'est des glissements, selon ce qu'on entend dans nos témoignages, qui se produisent en quelques secondes. En un seul coup, paf, le sol, il se déstructure et les débris vont s'accoter sur la berge en face. Ça fait de quoi qui est moins impressionnant, mais on comprend que ça peut quand même faire des dommages si jamais on a des habitations dessus. Les deuxièmes types de glissements, ceux par étalement, ils vont chercher moins de sol, moins de perte de terrain en sommet, mais c'est des glissements qui sont beaucoup plus larges. On parle d'étalement latéral souvent. Donc, on a regardé un peu les modèles numériques de terrain. Puis juste pour dire, ces glissements-là, c'est des glissements, la probabilité est quand même très, très faible que ça se produise, mais on parle d'à peu près de 1 glissement par année à travers la province. Donc, c'est suffisamment important pour qu'on en tienne compte dans notre gestion du territoire. Donc, si on regarde un petit peu le modèle numérique de terrain de Shawinigan, je ne sais pas si vous arrivez à vous repérer, là, je n'ai pas de pointeur, mais on est capable un peu de deviner le Saint-Maurice qui traverse là, du nord au sud. Mais on se rend compte qu'on a des marques de cicatrices de glissements fortement rétrogressifs. Ça, là, ce n'est pas des glissements qui se seraient produits récemment. Là. On le sait que le paysage qu'on a aujourd'hui, tel qu'on le connaît, il peut avoir 5, 6, 7 000 ans. Donc, c'est des cicatrices, des glissements qui se seraient produits au cours des 5, 6, 7 000 dernières années. Mais on remarque bien qu'on a des cicatrices d'étalements latéraux et des cicatrices aussi de coulée argileuse. Donc, on retrouve dans nos paysages des signes que de tels glissements se seraient déjà produits et les conditions n'ont pas nécessairement changé depuis. Il y a à peu près 100 ans, il s'en est produit un glissement justement fortement rétrogressif sur votre territoire. Non, on n'était pas là. Bien, on a des belles photos, par exemple. On a des belles photos. Puis, ce qu'on voit sur la photo... Ce qu'on voit sur la photo de gauche, c'est une photo qui est prise avec une photographie aérienne où on voit en haut à gauche le glissement de terrain et on voit les débris qui ont été empruntés là, à travers
le cours d'eau, les débris peuvent parcourir des kilomètres, plusieurs kilomètres. On sait qu'à Saint-Jean-Vianney, en 71, ils ont parcouru 4-5 kilomètres à peu près, puis ça peut détruire des ponts sur le passage. Sur l'image qu'on a en haut à droite, on voit bien que justement le cratère, ça a été laissé avec les bâtiments de ferme. Donc, on n'a pas le choix de tenir compte de ces glissements-là dans notre gestion du territoire. Puis, ce n'est pas partout que ça se produit, ce type de glissement-là. On a des conditions qui sont très précises. Donc, oui, il faut que les sols ils soient sensibles au remaniement. Donc, on parle d'argile sensible. Et il faut aussi que le talus soit suffisamment haut et qu'il soit sur le bord d'une rivière pour pouvoir avoir de l'érosion. Une fois qu'on a ces conditions qui sont réunies, ben, on va mettre justement cette fameuse zone jaune qui est quand même assez précise. Puis c'est basé sur les cicatrices qu'on a à proximité. Fait que si jamais on a d'énormes cicatrices, ben, on va en tenir compte dans notre cartographie. Puis si les cicatrices sont plus petites, on va ajuster notre zonage. On a eu plusieurs glissements de terrain qui sont produits depuis qu'on a commencé à faire la cartographie et à chaque fois, on est quand même pas mal dans le mille. Bon, les données qui ont été utilisées pour faire la cartographie, ben, c'est les données les plus récentes à notre disposition. On parle de données LIDAR, on parle d'orthophoto aussi, là, qui était récente. La cartographie, on l'a faite en 2025, donc c'était 2023 qu'on avait pris. Puis, ce que vous voyez sur l'image, c'est des données de forage et de sondage. C'est une cartographie qui est régionale. On ne peut pas faire des forages partout, mais on les fait à des endroits où on sait que latéralement, il y a une certaine uniformité. Et en plus de ça, on fait des visites de terrain là, pour s'assurer d'avoir une bonne connaissance du territoire. Ce que j'ai mis en bas, là, c'est pour vous montrer que la définition, quand on définit un talus, il faut que ce soit très, très, très précis. C'est uniforme, c'est la même définition qu'on utilise à travers le Québec. Bon, ce qu'on vous a livré en 2025, c'est 26 feuillets. On a livré à la municipalité 26 feuillets, c'est l'équivalent de 26 cartes à travers, qui couvrent tout le territoire. Sur les 26 feuillets, il y avait déjà 20 feuillets qui avaient déjà fait l'objet d'une cartographie. Puis tout à l'heure, M. le maire, il l'a dit, on avait déjà couvert une grosse partie du territoire. Donc en 2019, on avait déjà fait de la cartographie qui elle-même était une valorisation de la carte des années 80. Fait que dans les années 80, il y avait une cartographie qui avait été faite. À l'époque, qui parlait de zone à risque. Je vous le rappelle, on ne parle plus de zone à risque à cette heure. Puis c'était une cartographie qui était vraiment imprécise. Puis en 2019, ça a été refait selon les standards qu'on a actuellement, donc toujours tout aussi précis, mais à l'époque, on avait repris les zones de grand glissement qu'on avait juste ajustées. Par contre, avec la nouvelle cartographie qu'on a livrée en 2025, on est allé plus dans les détails, puis là, on a regardé où est-ce qu'il pouvait y avoir une zone d'amorce, toutes les zones d'amorce à travers le territoire. Donc, c'est pas mal ce qui finit. Si jamais vous avez des questions spécifiques là, sur votre propriété, on va être à côté pour répondre à vos questions. Pour les gens qui sont arrivés un peu après le début de la rencontre, faites-vous-en pas, la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée, elle sera sur le site Internet, donc vous n'aurez rien manqué. Là. Ce qui est important pour nous, là, c'est que les gens arrivent et aient accès aux spécialistes à la fin de la séance tantôt. Tout le monde aura accès, on ne sort pas d'ici tant que vous n'ayez pas parlé avec quelqu'un. Là. Si jamais l'attente est trop longue, on prend votre numéro en note, on prend votre adresse en note également, puis on va vous recontacter. Je vous l'ai dit au départ, l'objectif 1, c'est que les gens sortent d'ici sans question. Dans la mesure du possible, évidemment. Maintenant, pour la suite, Marc-Antoine Langlois est chef de division plutôt à l'urbanisme, au service de l'aménagement du territoire. Donc, bonjour à tous. Nous, du côté de la Ville, on a reçu la directive gouvernementale, dans le fond, en date du 16 juin 2025, à l'effet de modifier notre réglementation pour ajouter les cartes mises à jour et puis intégrer le nouveau cadre normatif. Tout ça est entré en vigueur le 18 novembre. Comme M. le maire l'a dit tantôt, il y avait déjà 3 392 propriétés. Ça, c'est autant des terrains vacants que des terrains construits qui étaient visés par ces zones de contrainte-là. On en a ajouté environ 1170 par la directive qu'on a reçue, pour un total de 4 300, 3 600 propriétaires uniques parce que certains ont plus qu'un terrain. Donc, pourquoi vous avez reçu une lettre? En fait, c'est qu'il y a une obligation dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme de vous informer lorsque la Ville modifie sa réglementation, notamment au sujet des zones de contrainte. Donc, si vous avez reçu cette lettre-là, il y a différentes options, soit que vous êtes nouvellement touché par une zone de contrainte ou vous étiez déjà touché par une zone de contrainte, puis il y a eu
ou non des modifications à la cartographie sur votre terrain. Donc, la Ville de Shawinigan a la responsabilité d'appliquer le cadre réglementaire provincial. On l'a intégré dans nos règlements. Toute l'information se trouve sur le site Internet. On a fait une page dans les derniers mois. Mais évidemment, le cadre réglementaire s'applique seulement si vous avez des travaux à faire prochainement. Sinon, vous n'avez pas de procédure ou de demande de permis à faire. Il y a bien sûr des mesures préventives qu'on va vous expliquer par la suite, mais vous n'avez pas de procédure à déposer. Donc, c'est sûr que le cadre réglementaire, on est conscient que ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de cas par cas. On voulait quand même prendre quelques minutes ce soir pour vous donner un exemple. Donc, avec un cas concret, si par exemple, moi j'avais une maison unifamiliale située en bas d'un talus et que je voulais faire des travaux pour acheter une piscine, sans trop savoir pour le moment encore si ça va être une piscine creusée ou hors terre. Donc, je vais sur le site de la ville. Je rentre mon adresse dans la carte interactive. Donc, j'habite sur l'avenue Hart, au centre-ville, proche du centre Gervais-Auto. Je suis en bas de talus. Et puis, le haut talus commence sur l'avenue Hemlock. Puis donc, on voit en rouge foncé, ça, c'est le talus. Et de part et d'autre, il y a une bande de protection là, en haut et en bas de talus. Donc, on peut aussi voir en cliquant sur la propriété que je suis dans la zone de contrainte NA1. Donc, ça, c'est une information à retenir pour naviguer dans le cadre normatif que je vais vous présenter tout de suite après. Donc, le cadre normatif, on s'excuse, c'est un petit peu petit, là, mais je vais vous le lire. Donc, c'est grosso modo 3 tableaux. Puis, en fin de compte, il faut savoir, pour se repérer dedans, premièrement, on voit en haut du tableau unifamilial. Donc, c'est ce qui correspond à ma propriété. Par la suite, on descend dans la colonne de gauche avec tous les types de travaux. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est une piscine hors terre ou une piscine creusée. Et je suis dans la zone NA1, donc la première colonne juste qu'on a surlignée en vert. Donc, dans le cas de la piscine hors terre, c'est soit interdit dans le talus, donc la surface là, qui est rouge foncé. Bon, la surface qui était rouge foncé qu'on a vu tantôt, qui est juste là. C'est ça. Ça s'en vient. OK, on ne jouera pas trop avec. Puis ensuite, c'est aussi interdit dans une marge de précaution qui est au sommet du talus. Donc, moi, je suis en bas de talus. Donc, si mon projet n'est ni dans le talus, ni en bas de talus, le cadre normatif ne s'applique pas à moi, puis je continue dans mon processus de demande de permis puis mes travaux. Il y a aussi une petite note en bas là, qui est petite, là, mais dans le fond, ça dit que si on a déjà une piscine hors terre puis qu'on la reconstruit au même endroit, selon les mêmes dimensions, en dedans de 12 mois, on n'est aussi pas assujetti à ce cadre normatif-là. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même des exceptions. Ce n'est pas parce que vous devez faire des vérifications dans ce tableau-là ou être accompagné par un inspecteur pour faire ces vérifications-là que nécessairement, ça va s'appliquer selon les travaux que vous projetez. Par la suite, il y a aussi le cas de la piscine creusée qui, lui, est interdit dans le talus ou dans une marge de précaution à la base de largeur de 5 à 15 mètres. Donc, tout dépendamment de où vous vous situez, vous êtes assujetti ou non à ce cadre normatif-là. Par la suite, on va dans le deuxième tableau. Donc, on continue toujours dans la colonne des interventions projetées. On retrouve les mots-clés piscine qui sont regroupés tous à la même place, piscine hors terre, piscine creusée. Zone dans laquelle l'intervention est projetée, donc moi c'était la zone NA1, donc toutes les zones c'est la même chose. Puis on voit que c'est la famille d'expertise 2. Puis dépendamment de la famille d'expertise, donc la conclusion recherchée n'est pas la même. Donc dans ce cas-ci, c'est ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site et de déclencher un glissement de terrain. Donc, avec cette famille d'expertise-là, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir quand même faire les travaux, même si, à la base, il y a une interdiction dans le cadre normatif. On est conscient que c'est compliqué, comme on me l'a dit, donc on a mis des ressources à votre disposition. On peut vous faire un accompagnement personnalisé via notre service de l'aménagement du territoire, nos inspecteurs qui peuvent répondre à vos questions. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous au 819-536-7200 ou par Internet. Puis, voilà. Puis, une question qui revenait souvent, là, pour conclure ma partie, c'est quoi la durée de validité d'une expertise géotechnique? Ça non plus, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus parce que ça fait partie du cadre normatif. Donc,
Dans certaines situations, c'est 1 an pour des travaux de protection contre les glissements de terrain, situés en bordure d'un cours d'eau, mais dans la majorité des situations, c'est 5 ans. Donc, l'expertise géotechnique est bonne. Par contre, c'est sûr que quand il y a des changements sur la cartographie qui affectent votre propriété, bien, c'est sûr que l'expertise géotechnique doit être effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation, là, comme on a vécu un changement récemment. Donc, je vais passer la parole à M. Denis Gauthier. Donc, Denis Gauthier, à vous la parole, mon cher. Merci, merci Marc-Antoine aussi. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Comme l'a si bien dit Rémi tout à l'heure, les glissements sont souvent causés par les actions humaines, 1 fois sur 2. Donc, les mesures préventives sont d'autant plus importantes. C'est notre devoir à la sécurité publique de vous les rappeler. On vous encourage. On est persuadé là, que vous le faites déjà, là, puis on vous encourage toujours à maintenir le sommet de talus libre de charges importantes. Exemple, le remblai, le déboisement, toute construction improvisée, d'en faire un dépôt à neige. Aussi simple que ça, déverser l'herbe, les feuilles mortes, c'est des mauvaises habitudes. Donc, on vous encourage à éviter ceci. Continuez à préserver le bas de talus, son intégrité. On laisse le sol en place. On évite les travaux d'excavation. On gère aussi l'écoulement d'eau. On évite de déverser des bassins, de déverser les piscines, entre guillemets, les backwashs, de diriger l'eau de gouttière vers la pente. On l'éloigne plutôt de la pente. Alors, ce sont des mesures préventives que je vous invite à suivre. Je vous remercie. Je cède la parole à mon directeur, Jean-Philippe Leblanc. Donc, de mon côté, juste vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. S'il y a un signalement qui est fait, soit à la ligne téléphonique de la ville, soit via le 911, ou peu importe la manière d'entrer, l'équipe de pompiers, l'équipe de sécurité incendie, sécurité civile, on est comme les premiers intervenants terrain. Donc, si malgré toutes les mesures de prévention, il arrive un signalement de glissement de terrain, que ce soit une fissure qui apparaît, une amorce de glissement, une crainte quelconque, nos équipes sont formées pour aller sur le terrain puis faire une première analyse, dans le fond, rapide là, des informations. Donc, on travaille avec un aide-mémoire que le ministère a produit. Donc, il y a différents critères là-dedans qui nous permettent de déterminer les zones d'évacuation, les périmètres de sécurité au cas où, que ce soit en sommet ou en base de talus, autant pour les résidences que, par exemple, s'il y a des routes qui peuvent s'y toucher. Donc, tous nos officiers sont formés, vont faire un premier constat sur les lieux, vont établir des périmètres d'évacuation, des périmètres de sécurité au besoin, vont faire une collecte de données, prise de photos, puis ensuite, on va faire le relais avec les gens des ministères. Autant le ministère de la Sécurité publique qu'éventuellement le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui vont pouvoir dépêcher des spécialistes sur les lieux et émettre des recommandations beaucoup plus précises par rapport aux observations terrain. Donc, mais c'est important de savoir que si vous avez des craintes, des observations, des signalements, bien, nos équipes sont capables de se déplacer puis de vous sécuriser rapidement. Philippe, prochaine partie. Prochaine partie à l'arrière, s'il vous plaît. Merci. Impact immobilier. Évidemment, je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est la question, puis on le comprend. L'achat d'une maison, c'est possiblement le plus gros achat qu'on fait dans une vie. Monsieur le maire l'a dit dès le départ, là, souvent, c'est un fonds de retraite. On s'entend qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Par contre, l'évaluation d'une maison, ce n'est pas un seul facteur, c'est plusieurs facteurs. Les zones de contrainte en font partie. Ce qu'on nous dit, parce qu'on n'a pas de service d'évaluation à la ville, vous savez qu'on a un service externe qui est assuré par Servitec, qui est une entreprise de la région. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas eu d'impact depuis le dernier rôle d'évaluation. Au contraire, vous l'avez vu, là, les évaluations ont plutôt monté en flèche. Maintenant, il y aura un nouveau rôle d'évaluation qui va sortir en 2028.
Donc, en 2026, on va venir prendre une mesure dans le temps. On va dans vos unités d'habitation, donc le quartier ou la zone que vous habitez. On va prendre les transactions qui ont été faites dans cette zone-là. On va regarder les types de maisons. Et c'est comme ça qu'on va déterminer l'évaluation de votre propriété. Si vous avez fait évidemment des améliorations dans votre propriété ou si ça fait partie des raisons pour lesquelles l'évaluation pourrait augmenter. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous dire qu'en 2030, parce que vous êtes dans une zone de contrainte, votre évaluation ne baissera pas? Impossible. C'est impossible. On serait incapable de vous dire ça aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un représentant de Servitec qui est là avec nous aujourd'hui, qui va être à votre disposition si jamais vous avez des questions. Mais c'est trop complexe pour vous dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'impact. Mais la vérité, c'est qu'actuellement, il n'y en a pas. Puis les zones de j'allais dire les zones de glissement de terrain, mais je vais reprendre les bons termes. Ils existent depuis longtemps. En 2019, il y avait une mise à jour. En 2025, il vient d'avoir une mise à jour également. Donc, s'il y avait eu des impacts à avoir, on les sentirait déjà possiblement. Maintenant, je vais me répéter parce que c'est important, on ne peut pas vous assurer aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir nous voir et dire « Signez-moi un papier, là, puis jurez-moi que ma maison ne perdra pas de valeur. » On ne peut pas faire ça. Impossible. Mais actuellement, il n'y a pas d'impact. Donc, c'est ce que je veux que vous reteniez de ce bout-là de la présentation d'aujourd'hui. Marc-Antoine? Une autre question qui revient souvent, donc est-ce que ma propriété qui est située dans une zone de contrainte est assurable? Donc, généralement, les assurances habitation ne couvrent pas les glissements de terrain. Toutefois, selon le Bureau d'assurance du Canada, la propriété demeure assurable pour tous les autres types de sinistres, même si celle-ci est située en zone de contrainte. Puis pour plus d'informations, on vous réfère là, au Centre d'information sur les assurances du Bureau d'assurance du Canada. Super. On serait rendu justement à la période de questions. De la façon qu'on va procéder, puis je veux vraiment être clair, question d'ordre général.